Pour commencer, on va regarder une vidéo de Willan, comment les campagnes sont devenues racistes. Willan, donc, qui est une chaîne pas très connue, hein, même pas 10 000 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est vraiment cool. Moi, j'ai connu par un live de Danny Eras, du coup, par cette vidéo, quand Internet m'a presque fait voter Éric Zemmour. Et franchement, le mec est très très bon. Tu sens que voilà, c'est un gars tout seul, qu'il a des défauts, qu'il y a certains trucs qu'il pourrait mieux faire, mais pour un gars tout seul, franchement, je trouve qu'il est excellent. Et donc, on va regarder comment les campagnes sont devenues racistes ensemble. Pour vous mettre un peu dans le contexte, moi, si vous voulez, j'ai grandi à la fois en campagne et en ville, parce que toi-même tu sais, les parents divorcés. Et donc chez ma mère, j'ai grandi dans des petites campagnes où tu sais, on était même pas 300 habitants, tu vois, des trucs comme ça, genre dans mon village quand j'étais petit, il y avait une boulangerie, un bar, c'est tout. Et dans le village, à partir de mon CE1, il y avait rien du tout. Il y avait même pas une boulangerie ou un bar, pour vous dire. Et par contre, mon père, j'ai grandi aussi chez mon père, donc Mantes-la-Jolie, donc beaucoup plus banlieue, traditionnelle, pas trop loin de Paris, mais quand même assez loin malgré tout. Et quand on dit que ouais, les campagnes, c'est extrême droitiste, tout ça, c'est vrai pour une partie des campagnes, mais faut pas oublier qu'il y a quand même une partie qui continue à voter droite classique, gauche classique, voire même écologiste, et qu'il y a une partie qui vote aussi France Insoumise, hein. On l'a vu pendant les votes. Pour vous dire, quand je suis allé en vacances en Ardèche, dans un petit village d'Ardèche, sur le marché, il y avait deux petits vieux trop mignons qui tractaient pour JLM parce que c'était juste avant les législatives de 2022 et c'était, vous savez, le moment où il était en mode 3e, 4e, 50e tour. Mais voilà, pour dire qu'il n'y a pas une invasion totale des campagnes par l'extrême droite, ça c'est faux. Par contre, on peut pas nier le fait que les campagnes, il y a de plus en plus d'extrême droite en campagne, hein. Je vois à côté de chez ma daronne, chaque présidentielle, il y a du Zemmour de partout. Avant c'était du Marine, maintenant c'est du Zemmour. Mais il n'y a pas que ça, la preuve, hein, il y a aussi les affiches de Jean-Luc, de ma maman. Et donc on va commencer la vidéo de Willan, c'est parti. Les Français, ils veulent toujours plus de sécurité, toujours moins d'immigration, toujours plus de pouvoir d'achat. Si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on revienne quelques semaines en arrière. Vous dites faire barrage à l'extrême droite, mais en réalité, vous voulez faire barrage aux Français. Baise la mère de Bardella. Premier arabe qui passe, cassage de bout. Ça peut arriver à tout le monde. Connu de la France. Le résultat du RN est stratosphérique. Plusieurs centaines de régions où ils sont en tête au premier tour, des dizaines de députés qui sont élus dès le premier soir. Et aux européennes, c'est carrément 90% des communes qui mettent le RN en tête. Mais ça c'est un truc. Surtout quand tu sais à quel point Bardella, il a rien branlé à l'Assemblée, à l'Assemblée. En tant que député européen, il a rien foutu, le gars. Mais vraiment rien de chez rien, quasiment. Et pourtant, ils veulent le réélire. C'est terrifiant. C'est juste terrifiant de voir à quel point ce pays ne veut pas voir la réalité. Mais c'est fou à quel point ce pays est allé dans un tel racisme, dans un tel déni des faits, qu'on leur montre par A plus B que Bardella ne faut rien en tant qu'eurodéputé, sans même parler de son racisme, hein, sans même parler de tout le reste, les casseroles, qui a inventé le RN, etc. Sans même parler de tout ça. On leur montre juste à quel point il sait pas bosser et les gens continuent à voter pour lui. Ça me terrifie. En dépit d'une campagne de second tour marquée par des alliances politiciennes contre nature. Des contre nature, hein. C'est quoi les campagnes politiciennes contre nature? Bah c'est peut-être toi avec Macron, frérot. Le Mouvement national réalise aujourd'hui la percée la plus importante de toute son histoire. Ce parti-là, dont j'ai suffisamment parlé, je pense, en début d'été pour que vous compreniez un petit peu le problème, est en 2024 le premier parti de France. Alors oui, c'est compliqué, mais oui, vas-y, délit du réel, frérot, on va dire. Oui, c'est le premier parti de France en termes de voix sur un parti pour des élections, ça c'est indéniable. Après, je pense pas par contre que ce soit le parti qui ait le plus de militants et le plus de noyaux durs. Il est sûrement dans le top 3, hein, par contre ça j'en doute absolument pas, mais je pense vraiment qu'il y a une partie de l'électorat qui s'est tellement fait gaslight, qui s'est tellement fait avoir par les CNews, par même le gouvernement, tu sais, en mode oui, oh là là, Mélenchon, il est horrible, nanana, que, bah fatalement, il y en a, ils ont préféré voter RN plutôt que voter Mélenchon et ils en avaient marre de Macron, c'est tout. Et peut-être que si les médias avaient fait un peu plus leur boulot et si les différents partis politiques, dont des partis de gauche, hein, parce qu'on n'oublie pas Yannick Jadot qui en a foutu plein la gueule à Mélenchon, etc., arrêtez de cracher en chœur sur la France Insoumise pour un oui ou pour un non, eh bah peut-être que les votes auraient pas été pareils. Est-ce que j'essaye de négocier avec la réalité? Peut-être. Mais c'est un peu vrai. Si on revient sur la stat des 90% de communes, je pense qu'elle est vraiment intéressante. Parce que je sais pas si vous saviez, mais en France, 88% des communes sont considérées comme des communes rurales. Il y a peut-être une corrélation entre être fort dans beaucoup de villes et le fait qu'il y ait beaucoup de villes rurales. D'ailleurs, personne ne m'a attendu pour se rendre compte de ça. En un coup d'œil, on pourrait avoir l'impression que, à l'exception de 2-3 petits bastions, plus on s'éloigne des villes, plus le RN est fort. Et je suis désolé, mais je continue de trouver ça étonnant. Parce que tous les problèmes dont on parle depuis des années,
c'est le libéralisme qui les a amenés sur la table. L'activité économique s'est concentrée dans les villes à cause du libéralisme, en grande partie. Ça c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est tout le point de la soupe aux choux. Parce que si jamais vous avez pas vu la soupe aux choux depuis longtemps, vous êtes en mode Louis de Funès et je sais plus qui pète, lol, trop rigolo. Haha, trop drôle, lol. Mais ça parle de déserts ruraux, ça parle de l'avancée de la ville, quitte à sacrifier les gens qui habitaient déjà là sur place. Ça parle vraiment de vrais bails. Des bails politiques, des bails économiques, etc. Mais il a raison de préciser que c'est ironique quand même de se dire que c'est le libéralisme, le capitalisme qui a fait en sorte que les campagnes soient dans cet état-là. Et pourtant, les gens qui habitent dans ces campagnes se disent et si on votait libéral et capitaliste? Après, je vais pas leur jeter la pierre, hein, parce que les discours sont bien faits, les discours sont séduisants, les discours sont populistes et dans le mauvais sens du terme, avec justement les campagnes, etc. Donc fatalement, ça marche. Et quand t'habites en ville, tu as de la multiculturalité, donc c'est beaucoup plus facile d'avoir plusieurs points de vue. Mais quand t'habites en campagne, tu peux facilement te monter le bourrichon entre toi et tes voisins, dans ce qui est la normalité, et le reste c'est bizarre. Et quand il y a un citadin casse-couille, bobo, écolo, mais burne, qui vient dans ton village, il paraît tout de suite pour un connard, alors qu'en ville, t'as tout autant de beaufs que de écolo casse-couilles, que de véganes, que de racistes, que ce que tu vois. Donc t'es beaucoup plus facilement enclin à aller vers l'autre. Là où en campagne, c'est quand même plus dur, sauf si t'es de nature curieuse et ouverte d'esprit de base. Mais tu peux facilement te faire gaslight en campagne, en tout cas plus facilement qu'en ville. Pourquoi alors voter pour un parti qui veut pas changer ça? À ceci près qu'il existe au moins 2 divergences profondes sur l'âge de départ à la retraite et la fiscalité sur l'énergie. Pour le reste, si Jordan Bardella entrait à Matignon au lendemain du 7 juillet, il ne serait pas forcément en désaccord sur la ligne économique du président Emmanuel Macron. Et ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup moins souvent. À l'extrême limite, il peut y avoir des débats sur oui, mais est-ce qu'ils sont racistes? Est-ce qu'on doit leur parler? Est-ce qu'ils sont racistes? Alors oui. Est-ce qu'on doit leur parler? À titre individuel, oui. Après, en tant que créateur et créatrice de contenu, pas forcément. Ça dépend si tu penses que tu peux gagner, ça dépend qui est le plus connu entre les deux. Tu vois, si moi j'affronte là demain Cro-Blanc, ça va plus me servir à moi qu'à lui. Par contre, si demain un no-name d'extrême droite veut affronter Usul, ça va plus servir le no-name d'extrême droite. Donc ça, c'est des trucs à prendre en compte, tu vois. Et moi, je trouve ça assez marrant que l'extrême droite, on leur pose rarement des questions vraiment pointues à la télé et tout sur leur programme, qu'on mette pas en avant leurs contradictions, le fait que quand même ils crachent beaucoup sur Macron, mais ça se ressemble pas mal dans l'idée, tu vois. Alors que la gauche, on va leur casser les couilles sur des petits détails, genre vous avez mis quand dans votre tweet d'un CLR vous êtes antisémite. C'est quand même assez révélateur et ça aide quand même pas mal à faire en sorte que l'extrême droite passe bien, surtout à la campagne où quand même pas mal en plus de gens qui regardent la télé. Mais c'est très rare qu'on essaye d'expliquer quel intérêt, pourquoi les gens vont vers ce parti qui est objectivement le premier parti de France. Et pour le comprendre, je vais essayer de revenir aux sources du problème. Où est-ce que c'est apparu en premier, cette histoire? Où il veut dire précisément où, quel endroit. Déjà, il y a le Nord qui était pas mal Marine Le Pen. Après, s'il parle de où, il veut dire quand. Le fait que Mitterrand ait fait inviter Jean-Marie Le Pen sur une émission de grande écoute. Je sais plus comment elle s'appelle, l'émission, j'étais pas né. Mais c'est vraiment le Ruquier de l'époque qui a fait que ça a dédiabolisé le monsieur, ça lui a donné de l'importance, etc. Après, il y a 2001 qui a fait que le tout sécuritaire, le racisme décomplexé faisait un petit chemin. Et après, les autres attentats qui sont arrivés en France ont mis des coups dans le cercueil. Moi, je dirais qu'on peut commencer par ces bases-là, mais après... Ok, on est en 1993, et à ce moment-là, le monde diplomatique décide de se pencher sur une ville qui est tombée aux mains du Front National, Marignane. La ville a à peu près 30 000 habitants, elle a vécu une explosion démographique dans les années 70, et elle est en plein milieu de la banlieue de Marseille. Donc a priori, il n'y a pas grand-chose à voir avec la ruralité. Et pourtant, quand même un petit peu. Marignane devait connaître un destin différent à cause d'un nommé Henri Fabre, qui, un matin de mars 1910, fit décoller de l'étang de Berre un hydravion, le moyen de transport de l'avenir, qui sera une spécialité industrielle locale. Aujourd'hui encore, 7300 Marignanais fabriquent des hélicoptères pour la firme Eurocopter, filiale commune d'Aérospatiale et de l'allemand Messerschmitt. Et qu'est-ce qui se passe dans les années 90 dans toutes les villes qui dépendent d'une seule industrie? Des délocalisations, des fermetures, etc. etc. Donc, le classique, merci le libéralisme, merci le capitalisme, et désolé à toutes les personnes qui dans les années 60, 70, 80 ont essayé de prévenir, ont fait des grèves, ont essayé de montrer d'autres moyens de faire, etc. et qu'on n'a pas écouté parce que l'Europe, parce que l'argent, tout va très bien. Donc forcément, ça tend un petit peu tout le monde. Les salariés d'Eurocopter sont en sursis.
Chacun pensait cette entreprise solide et avait fondé l'espoir d'y travailler longtemps, s'était endetté, avait acheté un logement. Aujourd'hui, c'est l'angoisse. D'ailleurs, cette histoire me fait penser, si vous l'avez pas vu, je vous conseille ce film Braqueur amateur avec Jim Carrey, qui est une comédie. Alors c'est pas le meilleur film de Jim Carrey, c'est pas le film le plus marrant du mec, mais qui est basé sur des vrais bails qui sont passés aux États-Unis. D'ailleurs, je vous conseille aussi la vidéo de l'ami S-Modé qui en parle très bien. Des vrais bails en gros de banlieues pavillonnaires qui sont peuplées par les employés d'une industrie qui a délocalisé les dividendes, parachutes dorés, etc. Ils sont tous retrouvés dans la merde parce que leur vie tournait autour de cette boîte et le patron, pour gagner quelques milliards ou quelques etc., il a préféré foutre tout le monde dans la merde. Regardez ce film, c'est passionnant et ça fait un peu penser à ça, je trouve. D'autant qu'on a un peu de mal à voir comment la zone pourrait rebondir. Une ville qui explose en démographie aussi vite, qui est aussi dépendante d'un seul endroit et qui en plus a été construite n'importe comment, on dira même de la ville que c'est un catalogue d'erreurs à ne pas reproduire sur le plan de l'urbanisme, ça peut s'avérer compliqué de se relever. Sachant tout ça et voyant une ville profondément mal construite, forcément les habitants ont peur. Ils ont une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, et même si peut-être, pour l'instant ça va, ces éléments extérieurs, qui ne dépendent pas d'eux, pourraient les faire descendre tout en bas de l'échelle. Et le bas de l'échelle dans leur tête, il est vraiment très très bas. Parce que tous ces nouveaux habitants là, ils n'ont pas trouvé de travail tout de suite, ils ont pour certains pas trouvé de travail du tout même. Donc forcément on a l'impression que le chômage s'envole, et que ce qui nous attend c'est de nous retrouver dans la même situation que généralement des migrants algériens ou tunisiens. Des gens précaires à qui on ne donne pas leur chance et qui n'arrivent pas du tout à faire des miracles. En tout cas c'est la vision des habitants à cette époque-là. Donc dans une situation pareille, alors qu'on est nous menacés de perdre notre statut tranquille, on n'a peut-être tout simplement pas les moyens d'accueillir toute la misère du monde, comme on dit. C'est un problème structurel qui pose les racines du vote FN. Mais ce qui fait vraiment sortir l'arbre de terre, c'est que le maire de l'époque, au lieu de juguler ce problème-là, il va voir la montée du Front National dans sa ville et il va s'y associer. Monsieur Laurence Deleuil, 67 ans, maire de Marignane sans étiquette. Mais vous avez vu, hein, Monsieur Laurent Deleuil, 67 ans, maire de Marignane, sans étiquette. Et bizarrement, quand t'as pas d'étiquette, même à l'époque, 81, bizarrement, pas d'étiquette, mais on est prêt à s'associer au FN. Et oui, à l'époque, c'était le FN. Donc, bizarre, hein. Et je me demande si ça avait été un maire RPR, PS, est-ce qu'il aurait fait la même chose? À l'époque, pas sûr. Aujourd'hui, les Républicains, on peut se poser la question, mais à l'époque, non. Parce que le FN, c'était encore le diable de la République. Mais il a raison, en tout cas, Willan, sur le côté, quand les gens ont peur, ils finissent par aller dans des situations désespérées. Et c'est aussi la faute des partis traditionnels de pas avoir donné de solutions politiques à leurs problèmes, qui font qu'ils vont vers des partis comme le FN, tu vois. Genre, pendant longtemps, le Parti communiste et le PS avaient énormément d'ouvriers dans leur rang, énormément de membres du parti étaient des ouvriers, mais comme ils ont été délaissés encore et encore par le PS, surtout, ne se concentrant que sur les cadres, les profs, etc., etc., et bah du coup, ils se sont dit, bon ben, on s'en bat les steaks de nous, la gauche s'en bat les steaks de nous, ben ils se sont mis en tête que c'était la gauche, du coup ils sont allés au FN. C'est pas que ça évidemment, mais ça joue. Depuis 1947. Attends, le gars il était maire depuis 47. Ah ouais, donc le mec il avait tellement peur de perdre son poste qu'il a préféré se pactiser avec le diable de la République, alors qu'il a 67 ans, va en retraite, à l'époque la retraite en plus c'était... T'aurais pu frérot. Ah là là, gros poisson dans une petite moire le gars. 67 ans. Maire de Marignane sans étiquette depuis 1947, surprend en se présentant avec la triple investiture du RPR, de l'UDF et du Front National. RPR, UDF, Front National. Tu veux pas aussi 2-3 autres casquettes? Si tu veux, hein, on peut te donner la casquette PS. Vraiment, on te donne tout. N'hésite pas, vraiment, n'hésite pas. Après la victoire des socialistes en 1981, estime Michel P., 37 ans, informaticien, beaucoup d'hommes politiques ont cru à un raz-de-marée lepéniste aux élections municipales. Et ils ont préféré s'entendre avec le Front National. Ah là, moi j'appelle ça des collabos. Je sais pas pour vous, mais moi j'appelle ça des collabos. Alors il dira plus tard que c'était une erreur, qu'il aurait pas dû faire ça, qu'il s'est fait exploiter, etc. Mais il faut comprendre que c'est ça la clé en fait. C'est ce relâchement de gens un peu mous qui décident d'aller dans le sens de l'eau plutôt que de prendre le mal à la racine. Excellent exemple de photo. Excellent exemple. En plus d'avoir raison dans ses propos. C'est parce que les gens ne tiennent pas quand ils croient que le vent y souffle, qu'il y a des problèmes. C'est ça le vrai problème. Et c'est pour ça qu'il nous faut des hommes et des femmes politiques qui ont des valeurs et qui sont prêts à se battre pour leurs valeurs, même quand en ce moment, c'est pas la mode ce genre de valeurs et qui vont pas uniquement dans le sens du vent. Et un des trucs qu'on peut pas enlever au Rassemblement National, c'est que ils ont toujours tenu leur ligne, en tout cas pour leurs électeurs, au niveau racisme, etc. Ils se sont amadoués et ils ont fait genre
non, mais on a changé, t'inquiète, Ran, maintenant on est le RN, etc. On est plus raciste, mais ils sont toujours racistes, ils sont toujours ultra problématiques. Mais dans la façon de faire, ils ont fait en sorte qu'il y en a d'autres, par contre, que ce soit le PS ou l'UMP, qui, par stratégie électorale, parce qu'ils avaient peur que le vent tourne, nanana, n'ont pas tenu leur ligne. Que ce soit le sarkozysme qui est allé à fond dans l'extrême droite, etc., etc., ou que ce soit le PS qui est allé dans tout ce qui est printemps républicain, mais même pas que ça, hein, même avant, hein, qui a abandonné les réformes à l'époque de Mitterrand, qui a fait les records de privatisation avec Jospin. Ils n'ont pas tenu une ligne par rapport aux valeurs qu'ils étaient censés défendre. Et ça, c'est un truc ultra dangereux politique. Parce que du coup, les gens, ils sont déçus. Et s'ils sont déçus, eh ben ils sont prêts à aller dans des choses beaucoup plus extrêmes. Et c'est dommage parce que les problèmes, c'était quoi? C'était le chômage, c'était l'insécurité de l'emploi, c'était l'environnement, c'est une des zones les plus polluées de France, c'était de l'urbanisme. Donc, avec une politique vraiment de gauche, peut-être qu'on aurait pu régler ces problèmes-là et donc retirer les graines. Mais le maire a préféré faire son coup, il est resté quelques années au pouvoir, et quand le FN a compris que c'était une terre où il pouvait se sécuriser, il a parachuté des cadres. Ok, bon, on a une partie du problème, les gens ont peur de perdre quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ils l'ont vraiment perdu? Bon, maintenant on part à l'autre bout de la France, on est dans les années 2000, on est à Hénin-Beaumont, et pour le coup à Hénin-Beaumont, tout a déjà eu lieu en fait. En 75, il y avait 45% d'emplois industriels. 45% d'emplois industriels, en 75, ça pue le chômage, dans les années suivantes. Dans les années 2000, à ce moment-là, il y en a 13%. Dites-vous que là-bas, il y a une usine Samsonite qui a volontairement fait faillite pour pouvoir se débarrasser de ses employés. Donc en termes de désindustrialisation, on est pas mal. Et autant à Marignane, le maire avait été opportuniste, autant là, je sais même pas comment définir ça. Être AFDP. Être AFDP, je pense qu'on peut définir ça comme être AFDP qui a zéro principe, zéro morale, et qui veut juste la thune en fait. À la fin des années 2000, le maire est révoqué, puis attaqué en justice pour 18 chefs d'inculpation différents. Entre autres, il y a des affaires de favoritisme où il emploie ses potes pour des sommes absolument exorbitantes, des emplois fictifs pour essayer de compenser les effets du chômage, il y a des sources qui parlent même de jusqu'à 1 millier d'employés de mairie dans une ville qui fait 28 000 habitants. Il était en contact avec un suspect dans une affaire d'enlèvement pour des histoires de biens immobiliers. En termes de finances et en termes d'image, c'est une catastrophe pour la droite classique. La ville. Je précise d'ailleurs, le maire était au PS. J'aurais dû faire ma gueule. Putain, le gars était au PS. Mais bon, la droite, hein, c'est ce que je dis finalement. Et quand même, c'est chaud. Putain. Donc le mec n'est plus là, il est remplacé par un autre maire de gauche. Et la situation de la ville est évidemment catastrophique. On se relève pas comme ça de un maire qui paye avec l'argent public 1000 salaires de gens juste pour éviter qu'il y ait du chômage. Les gens payaient énormément d'impôts et la ville ne pouvait pas investir d'argent, il fallait rembourser toutes les conneries du maire d'avant. Marine Tondelier, qui a passé toute sa vie à Hénin-Beaumont, dira plus tard que c'était le sang et les larmes. Et c'est en fait les germes de cette mauvaise gestion, plus la situation évidemment calamiteuse d'une zone qui est complètement boudée par les entreprises, qui fait que le Front National, d'abord Steve Briouat puis Marine Le Pen, vont aller là-bas. Ça ne pouvait pas se passer bien. Quand Marine Le Pen, comme un parti vautour, dit tiens, là-bas il y a une débâcle économique, bassin minier, chômage, il y a aussi une débâcle politique, maire corrompu, c'est ma piste d'atterrissage idéale. Elle braque tous les projecteurs sur cette ville, c'est-à-dire que la tranquillité, l'anonymat peut-être de cette ville, à partir de ce moment-là, n'existe plus. La métaphore du vautour est parfaite, c'est exactement ça, le RN c'est des vautours. Dès qu'ils sentent que l'animal est affaibli, ça fonce dessus pour pouvoir picorer et grappiller les restes. Alors je vous rassure, hein, ils vont pas gagner tout de suite. En 2007, c'est un maire d'hiver gauche qui gagne, 2009 non plus, 2012, elle est déjà tellement forte là-bas qu'elle va affronter aux législatives Jean-Luc Mélenchon, qui va volontairement y aller. Bon, les deux vont perdre, hein. Mais en 2014, le FN prend la mairie d'Hénin-Beaumont. Est-ce que vous savez combien d'élections elle a perdu depuis? 0. À partir du moment où ils ont mis la main sur le pouvoir, toutes les élections de cette ville, de la circonscription, de cette région, n'ont jamais échappé au Front National. Et ce très bon succès électoral, ça va aussi permettre à Marine Le Pen d'asseoir son hégémonie dans la France des campagnes. Les fameuses villes de campagne de 30 000 habitants, voilà, c'est génial. Au fond, ce qui s'est passé à l'époque à Marignane et à Hénin-Beaumont, ça se retrouve un peu partout. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que les deux portraits là, que j'ai dressés, de Marignane et d'Hénin-Beaumont, coexistent aujourd'hui au sein du vote RN. On a souvent opposé depuis 2017 la France qui va bien, celle qui vote Macron, à la France qui va mal, celle de Le Pen. Et la France qui veut que ça aille mieux, la France de Mélenchon, non? Peut-être, éventuellement. La France qui va mal a encore de bonnes raisons de se plaindre, mais désormais il y a un vote RN important, parfois dominant, dans l'autre France, celle qui va bien et qui vous a en grande partie abandonné.
Ce qu'on apprend comme ça, c'est qu'il y a effectivement des affects qui sont activés et que le dénominateur commun de tout ça, c'est la xénophobie. C'est le rejet de l'immigration par le fait que les ressources sont limitées. Donc ok, il y a le problème de les ressources sont limitées, mais pour convaincre ces gens, on peut pas omettre le fait que leur solution, c'est la xénophobie. Si on parle de désindustrialisation, ça veut dire que c'est des endroits qui ont aussi une culture industrielle. C'est des endroits où il y a une espèce de vivre ensemble forcé, où il y a des valeurs traditionnelles de gauche. C'est des bastions de la gauche, généralement, ces endroits. Mais c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis du fait que les ouvriers étaient à gauche à la base. Et c'est là où la gauche a trahi, a déçu sur patate dans les années 80 jusqu'à 2016, 17, tu vois, genre de truc. C'est que la gauche avait un boulevard. La gauche, c'était vraiment l'espoir socialiste, et au sens noble du terme, hein, je parle pas de l'espoir du parti socialiste, je parle vraiment socialiste, le terme de base, était très puissant dans les campagnes, dans les milieux ouvriers. Pour vous dire le niveau de trahison qu'il y a eu de la gauche pour que tous ces bastions-là, on les perde un par un. Et après, t'as des Fabien Roussel, etc., qui disent que les campagnes, faut les récupérer, mais c'est vous qui les avez perdus. C'est ton camp, frérot, qui les a perdus. Alors la gauche, il y en a encore en campagne, mais te plains pas si jamais il y en a moins qu'avant. T'avais qu'à dire à ton ex-chef, là, Robert Hue, de moins faire de merde. Tout ça pour dire que dans ces campagnes, il y a quand même quelque chose qui se joue, qui permet de désactiver la solution universaliste pour cette espèce d'alliance nationaliste, pour pas dire raciste, même si j'y pense fort. Et je pense que pour le comprendre, il faut passer au niveau microsociologique. Pour le comprendre, il faut se poser la question, dans la vie des gens, qu'est-ce qui permet de faire croire que cette nouvelle donne peut vraiment faire changer les choses. Petit problème qui va être difficile à solutionner, je suis probablement un des mecs les plus parisiens de cette planète en fait. J'ai passé 20 ans de ma vie en Seine-et-Marne et le reste du temps dans le 93. Je fais des brunchs. Bon, franchement, t'es pas si parisien que ça, mec. Seine-et-Marne et 9-3. Ouais, t'es banlieusard, campagnard à la base, quoi. Franchement, les vrais parisiens te méprisent. Les vrais parisiens méprisent les gens comme toi et moi qui viennent de banlieue et qui ont atterri à Paris. On va pas se mentir. C'est pas parce que tu fais des brunchs. Vraiment, je suis vraiment très parisien. Tu veux venir, Bobo? Déjà, mec, cette posture. Ah, je déteste cet endroit. Après, quand t'es vraiment parisien, la Tour Eiffel, je t'en perds le cul. Hein. Je suis désolé. Pas à quand que t'aurais ça, mais avec ton clocher mal pas fini là. Seine-et-Marne, moi je suis à la limite de l'Oise et on est turbo paysan. Non, mais c'est ça. Surtout que c'est vraiment pas le département d'Île-de-France le plus proche de Paris et le plus urbanisé. Je veux dire, même chez moi, le 7-8, ok, il y a Trappes, il y a Mantes-la-Jolie, il y a Poissy, il y a ces villes-là, mais il y a quand même pas mal de campagnes. Tu m'aurais dit un petit 9-3, un petit 9-2. Ouais, bon, pourquoi pas, mais là, Seine-et-Marne. Et c'est pas parce que t'aimes pas la Tour Eiffel que ça t'es devenu parisien. Moi, quand j'habitais sur Paris et que je voyais l'Arc de Triomphe tous les jours pour aller au taf, t'inquiète pas que je m'en battais les steaks de l'Arc de Triomphe. Et je pense quand même que on n'est pas bon pour comprendre la campagne à Paris, quoi. Il y a un problème. En fait, on calque notre représentation sur la France tout entière. Sauf que nous, quand on va dans les campagnes, on n'y va pas pour travailler, on n'y va pas pour vivre. Nous, c'est oh là là, c'est des paysans, c'est joli, oh c'est agréable quand même, il y a des vaches. Ta mère, en fait, c'est n'importe quoi, les gens vivent là. Ouais, mais c'est la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand un parisien, quand un campagnard il vient à Paris, c'est pour être en mode oulala la Tour Eiffel, oulala les quais de Seine, oulala Notre-Dame, tu vois. Et pourtant, il y a des gens qui vivent là aussi, tu vois. Donc, la même chose dans les deux sens. Mais je suis d'accord sur le côté que oui, effectivement, les Parisiens à la campagne peuvent être très insupportables. Mais pour les Parisiens, les campagnards à Paris, ils sont très insupportables. Un truc, l'escalator. On en parle de ce putain d'escalator où les gens ne savent pas que la file de droite, c'est pour attendre, la file de gauche, c'est pour marcher. Alors, je sais que c'est beaucoup de touristes aussi, et pas que. Et casse les couilles, les gens. Donc, si on veut vraiment parler de ces endroits, les représentations de petits Parisiens que j'ai et que vous avez peut-être, il va falloir qu'on les détricote ensemble. Parce qu'on peut pas penser la ruralité correctement quand on pense que tout le monde en campagne, agriculteur, va traire des vaches. Et même dans les zones rurales les moins denses, les plus autonomes, 80% de la population n'est pas dans l'agriculture. Je suis d'accord avec lui sur le principe, mais en vrai de vrai, même les campagnards font ça sur les Parisiens. Le côté, c'est tous des bobos véganes qui font des brunchs et qui font du pop art. C'est pareil aussi. Dans les deux cas, il y a des clichés. Le problème, c'est que le cliché que les campagnards ont sur les Parisiens, il est con, il est pas méchant, tu vois. Enfin, je veux dire, oulala, il est vegan et il brunch, tu vois, on s'en fout. Alors que le cliché que les Parisiens ont sur les campagnards, c'est déjà plus problématique parce que ça fait bouseux, quoi, la manière dont ils les voient. Et c'est pour ça que moi, je suis vachement content
content d'être ce genre de personne qui est multiculturelle, tu vois, surtout au niveau urbain-rural, parce que, comme j'ai dit, ma mère a toujours vécu à la campagne, mon père a toujours vécu à Mantes-la-Jolie, et ça fait que je connais un peu les deux, et en plus, très vite, je suis allé à Paris quand j'étais jeune. Mais pour dire que, ouais, de toute façon, si t'as pas cette multiculture en règle générale, bah, tu vas forcément avoir des clichés. Tu vois, si par exemple, même, je sais pas, personne que tu connais joue aux jeux vidéo, tu vas te faire une cliché des gamers tellement le film Cyprien, tu vois. Alors que, si t'as jamais vu de gothique, tu vas aussi te dire, ah mon dieu, ils se scarifient tous en écoutant du Monson, qui s'est enlevé les côtes pour pouvoir s'auto-faire des trucs, tu vois. En vrai, tu vas sur Paris, t'as masse de quartiers où t'as des prolétaires en galère, mais bien sûr. Moi, j'habitais dans le 19e, et c'est ça que je kiffais dans le 19e, c'est qu'il y avait ce côté, certes, il y avait des bobos, mais il y avait aussi pas mal d'étudiants, il y avait pas mal de prolos, il y avait un peu de tout. Et je dis pas ça en mode, oh là là, j'adore voir des pauvres. Non, mais plus dans le côté brassage culturel, brassage ethnique, brassage social, tu vois ça. Ça se mélange, tu vois, c'est pas que les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres, parce que c'est ça, en fait, l'un des plus gros problèmes, en fait, de notre société. C'est que les riches, ils sont tous parqués à Neuilly ou dans le 16e en mode, ils restent entre eux, ils connaissent pas de vrais gens, au point qu'il y a des riches, ils croient que le SMIC, c'est 4000 balles. Et le problème, c'est qu'aussi les pauvres, dont les gens de cité, en zone défavorisée et tout, ils restent entre eux, même si c'est de moins en moins le cas, mais dans les cités, etc. Et ça fait qu'ils ont leurs codes sociaux à eux, leur façon de penser à eux, et du coup, les gens, quand ils vont sur Paris, etc., ils ont pas les mêmes codes sociaux. Et pareil dans la ruralité, où il y a des trucs qui sont normaux, et quand tu vas à Paris, c'est pas normal de faire ça, et inversement. Les plus autonomes, 80% de la population n'est pas dans l'agriculture. Donc on va arrêter avec notre gros melon de Parisiens de merde, on va regarder des statistiques, on va regarder des études sociologiques, et on va apprendre des choses. Et ça, j'aime bien le côté qu'il est en mode, vous savez quoi les gars, j'assume de pas connaître, je vais pas faire genre m'inventer une vie, je connais nanana, non, je connais pas trop, du coup je vais regarder les faits. Et ça, c'est un truc que les gens devraient faire plus souvent, regarder les faits au lieu de juste répéter ce qu'ils ont entendu, tu sais, sur YouTube, à la télé, etc. Parce qu'ils connaissent pas le sujet de base. Bon, j'en ai déjà parlé évidemment, mais le premier facteur déterminant qui différencie la ruralité des autres endroits, c'est l'extrême limitation des opportunités. Qu'est-ce qu'on se fait chier. Oh là là, qu'est-ce qu'on se fait chier. Alors par contre, quand t'es enfant, c'est mortel. Hein. C'est mortel quand t'es enfant d'habiter à la campagne. Les forêts, les arbres, les rivières. Franchement, tu t'éclates. Par contre, quand tu deviens ado, adulte, oulala. Alors c'est bien pour faire une soirée de temps en temps. Ça, c'est pas mal. Surtout si y a un jardin ou une cave ou un truc comme ça. Tu sais, quand t'as 16, 24 ans, tu peux faire des soirées, mais pour amener tous les potes, c'est chiant. Si c'est que avec les mêmes potes, moi je faisais beaucoup ça, même à Mantes. Hein. Parce que ça a beau être une ville, y a pas non plus. Surtout si t'as pas beaucoup de thunes, y a pas non plus 1000 options. Et si t'as pas le permis, laisse tomber. Mais du coup, nous on faisait des soirées dans le garage d'un pote à moi. Et toutes les semaines, c'était soirée. On s'éclatait, mais au bout d'un moment, c'est quasiment toujours les mêmes personnes qui sont là, quoi. Donc pas que tu te fais chier, mais c'est un peu redondant, quoi. Donc ouais, non, tu te fais chier au bout d'un moment. Et puis même, t'as envie de découvrir des choses, tu vois. Que ce soit dans l'emploi public, dans l'emploi privé, ou même si on a une entreprise, dans les clients potentiels qu'on peut avoir. Évidemment, c'est des zones qui ne sont pas en forte croissance démographique. Voilà, ça c'est la courbe des arrivées et des départs en fonction de l'âge. Ce gros pic là, c'est le bac en fait. Non, je me levais à 5h, je prenais le bus à 6h10 et je rentrais le soir à 19h. Donc c'était des grosses journées pour au final pas énormément de cours, quoi. On est là, moi c'était pas une énorme campagne, hein. Pourtant c'était campagne à 10 km de Mantes-la-Jolie, mais pas une épicerie, pas un bar, pas une boulangerie comme je vous ai dit. Eh ben, mon dernier bus le matin c'était 7h10 et mon bus du soir, et il y en avait 3, 17, 18, 19h. Les déserts médicaux comme t'as dit, et le manque de commerce d'utilité d'importante. En vrai, il y a énormément de choses à faire dans la ruralité, on va pas se mentir, c'est juste le fait qu'il y ait autant de déserts médicaux. Par contre, là où ils sont cons, certains, c'est de vouloir absolument virer les noirs, les arabes, les étrangers, ce que tu veux, alors qu'il y en a plein qui sont dans ces déserts médicaux en tant que médecins, etc. Peut-être, au lieu de gueuler sur les noirs et les arabes, gueule sur les services publics qui te mettent pas plus de personnes, parce que le daron de Camini était bien content dans son petit bled qu'il soit là pour pas qu'il y ait de déserts médicaux. Ah mais par contre, c'est un scandale. Tu m'étonnes qu'ils soient désespérés, les gens. Tu m'étonnes que les gens, au bout d'un moment, ils soient en mode non mais putain, c'est n'importe quoi, on a abandonné par l'État, quoi, parce que ils se sentent abandonnés et on peut pas leur en vouloir de penser ça au bout d'un moment. En moyenne, 3 étudiants sur 4 qui quittent leur ruralité d'origine pour aller dans ces endroits-là ne reviennent pas. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Moins il y a d'opportunités, moins il y a d'opportunités.
Et autant peu importe le niveau de vie dans lequel on est, quand on se balade à Paris, il y a un côté quand même ressources illimitées, tout est chatoyant, il y a des lumières de partout, c'est les Champs-Élysées. Hein. Ouais, mais c'est oppressant au bout d'un moment Paris, hein. Vraiment. Alors je suis peut-être un petit fragile, hein, mais je trouve que mentalement, humainement, mais je trouve que Paris, ça te pompe ton énergie tellement vite. En fait, la campagne a ce désavantage de t'as envie de faire plein de trucs, mais tu peux rien faire. Paris, tu peux faire plein de trucs, mais ça te pompe ta thune et ton énergie tellement vite qu'au final, des fois, tu fais plus grand chose au bout d'un moment. Autant c'est beaucoup plus facile de prendre conscience que les ressources sont limitées dans un environnement où tout ferme, où les gens partent, où les clients partent. Sauf que la raison pour laquelle les gens se tirent pas une balle directement et continuent d'essayer de vivre, c'est que leur modèle de réussite a changé. On a donc une représentation du monde différente, une représentation politique différente du coup, mais surtout si les études ne sont pas un chemin, si la majorité des gens qui sont partis faire des études ne reviennent pas. Comment ça se passe quand on reste? C'est quoi nos modèles de réussite? C'est quoi nos possibilités d'évolution? En 2016, j'étais allé pour l'association Rempart sur un site de restauration de patrimoine à Saint-Sever-du-Moustier. Ultra paumé dans l'Aviron, j'imagine. Zéro commerce, à part un bar, tu voulais faire tes courses, pas de bus, faut se faire véhiculer par quelqu'un. Non mais c'est l'enfer, c'est l'enfer. Ça en plus du fait que quand t'as ton diplôme et tout, comme il l'a dit, au bout d'un moment, tu t'en vas, tu vas à la ville parce que c'est là où il y a le taf, c'est parce que c'est là où il y a la culture, etc. Donc tu te retrouves avec un niveau de culture vraiment de plus en plus pauvre, de médecins de plus en plus pauvres, de commerce de plus en plus pauvre. Et je dis pas que les gens, ils sont cons là-bas, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais il n'y a pas la nouveauté facilement. Les habitudes, il y a le truc et c'est très dommage. Les valeurs qui dominent à l'échelon national, celle du fait qu'il faudrait faire des études, qu'il faudrait être le plus diplômé possible pour se prémunir du chômage, c'est peut-être vrai, mais si tu t'inscris dans un marché du travail urbain, quand en fait on est sur un marché du travail essentiellement encore segmenté par l'industrie, la petite industrie même déclinante, le marché du bâtiment, la logistique, etc., l'aide à la personne évidemment pour les femmes, les call centers, les entrepôts Amazon, le bac plus 5, il sert pas à grand chose. Alors lui, c'est Benoît Coquart. Et on va l'écouter pas mal dans cette vidéo parce que il a fait une étude de 10 ans dans la ruralité de l'Est de la France. Il en vient, il l'a étudié. Ce qu'il en dit est très précieux. En réalité, dans une situation où il y a moins d'opportunités, les modèles de réussite sont ceux qui vont réussir à se les procurer ou à s'en créer. Les figures en fait d'accomplissement, ceux à qui on veut ressembler localement, c'est des gens qui justement sont devenus artisans, ont monté leur boîte, et c'est ouvriers à qui on s'identifie. Et eux, en fait, ces personnes-là, la seule scène sociale dans leur vie dans laquelle ils ont été dévalorisés, c'est l'école. Et ça, c'est réel de ouf. La plupart de mes potes de Mantes-la-Jolie, et pourtant Mantes-la-Jolie, c'est ville de banlieue, hein, c'est pas campagne. C'est certes à 40 minutes en train de Paris, 40 minutes, 1 heure selon le train que tu prends, mais c'est pas... Et pourtant, la plupart de mes potes de Mantes sont devenus couvreurs. Parce que l'école les dénigrait de ouf, parce qu'à l'école, ils arrivaient pas à trouver leur truc, et pourtant, il y en avait à la base. J'en connais depuis que je suis en primaire, et il y en a, ils étaient en mode, moi je veux devenir scientifique et tout, mais l'école ne réussissant pas, parce que pas fait pour, pas adapté. En plus en ZEP, là il y en a plein, ils se sont retournés vers des métiers artisanaux sur lesquels ils sont très heureux, hein. Mais du coup, le rapport à l'école, le rapport à la vision du scolaire, pof quoi, ils s'en battent un peu les steaks. Et en plus, il y a le fait que leurs parents, pour certains, c'est des artisans aussi, et du coup, ils ont une image très positive de l'artisanat. Et heureusement, il en faut, hein. C'est très cool l'artisanat, moi j'ai absolument rien contre. Mais ça fait que comme quelqu'un qui va naître dans une famille culturellement aisée va aller plus facilement sans se poser de questions sur un truc intellectuel et culturel, quelqu'un qui vit à la base dans un milieu artisanat va aller plus facilement dans l'artisanat, et moi je trouve ça dommage que tu puisses beaucoup moins facilement te poser la question d'aller dans un sens ou dans l'autre, parce que les deux sont très bien, tu vois. C'est ça le problème, c'est que quand t'es fils de prof, tu vas très rarement devenir plombier. T'aurais kiffé être plombier, c'est ça qui est dommage. En même temps, si tous les gens qui sont partis faire des études on les voit plus, et que les seules personnes qui réussissent c'est des gens qui font ça, faisons ça. Et si c'est le modèle mainstream d'un point de vue émancipation, ça veut aussi dire que ces gens-là, quand ils parlent, on les écoute. Et là, ça va commencer à devenir un peu préoccupant. Bon, je vais pas vous recracher mes cours de sociaux de L1, mais en gros, il y a différentes théories qui expliquent comment les idées circulent dans la société. Il y a différents courants qui sont liés à beaucoup d'époques de l'histoire, mais globalement, il y en a un au moment où j'ai fait mes études qui était plus présent que les autres, le modèle des cercles de communication. Ce qui va nous convaincre et qui va nous faire potentiellement changer d'avis, c'est pas tant les médias que les gens autour de nous. En gros, on n'est pas sous l'hypnose d'un média parce que on le regarde. Par contre, quand quelqu'un de notre entourage va valider certaines thèses, quelqu'un à qui on fait confiance, quelqu'un à qui on confère une légitimité, excellent exemple, là on va le croire. Et attention, ça n'a rien à voir avec les compétences réelles. Si moi, qui dois baisser les yeux sur ma manette dès que j'appuie sur une touche quand je joue aux jeux vidéo, je dois parler de console de jeu à ma famille, je vais être l'expert absolu. Je vais voir mes potes, ils se foutent de ma gueule. C'est vraiment très lié à l'environnement dans lequel on évolue. Et ça, évidemment, ça fait écho à ce que dit Benoît Coquart.
Localement, quand justement il y a un petit patron, un artisan qui a réussi, qui utilise l'hégémonie qui existe déjà du RN pour asseoir encore plus sa domination sociale à lui, faire qu'on respecte complètement le fait que lui s'est enrichi et que du coup, voilà, il est en haut de la hiérarchie sociale locale, quand il n'y a personne pour le tenir tête. Ces gens-là, qui sont sûrs de leur vote, qui sont des petits patrons, sociologiquement ça on le sait pour eux, c'est pas des gens de gauche. C'est eux le modèle de réussite et c'est eux qui seraient impactés par une politique socialiste entre guillemets, quoi que ça veuille dire. Ils ont beau être rejetés par la frange la plus urbaine, parisienne de la société, le peu de prestige social qu'ils arrivent à accumuler, il est possible parce que le monde est libéral, parce que il y a une politique de droite, parce qu'on n'aime pas les assister, etc., etc. En ce sens, la politique du RN leur est bénéfique. Donc c'est logique qu'ils s'emparent plutôt de ces affects-là plutôt que d'autres. C'est pas étonnant non plus. Et c'est peut-être pour ça que dans ces milieux, il y a une telle haine de l'assistanat. Quoique en se renseignant bien, on se rend surtout compte que là aussi la sociabilité a un rôle central dans ce mépris de l'assistanat, cette droitisation de l'opinion que Benoît Coquart a pointé très justement. Et en plus, par rapport à ce qu'il disait, il y a aussi le truc de, même les discours de toute façon parisiens, intellectuels et tout, c'est des discours de bobos, c'est des discours de gens déconnectés de la réalité pour pas mal de gens de la réalité, qui vont même pas les écouter ces discours-là. Et c'est pour ça, il a raison, que des figures beaucoup plus locales, des figures qui imposent le respect, genre le médecin du coin, le machin, l'entrepreneur du coin, machin, il sera plus écouté. C'est des milieux dans lesquels les gens comptent énormément les uns sur les autres. Il y a une espèce d'esprit de corps, tout le monde fonctionne ensemble, on s'aide et on dépend les uns des autres. Alors dans cette situation, quelqu'un qui toucherait l'argent des impôts que nous on paye, c'est pas forcément hyper bien vu. Donc une fois que ce système est mis en branle, finalement, les émissions de Pascal Praud, elles ont plus qu'à confirmer ce qu'on sait déjà. Attention, je veux pas minimiser le rôle de ces émissions, elles permettent de fournir des munitions xénophobes pour devenir de plus en plus racistes, pour se radicaliser. Mais pour ce qui est de la bascule, ce qui va permettre de prendre ce chemin-là, c'est des cercles globalement de droite identitaire, de droite sarkozyste, qui sont normalisés par tout ce qui nous entoure et qui petit à petit vont permettre de se déplacer. Il y a eu une légitimation du Rassemblement national, mais aussi une droitisation des électeurs de droite, qui jusqu'ici ne votaient pas pour le RN, alors que c'était une réserve de voix en termes de xénophobie, en termes de conservatisme. Désormais, le passage est fait. Et ça, c'est chaud. Et ça, c'est très chaud. Le fait que, à force de jouer avec le feu de l'extrême droite, à force de délaisser certains endroits, que ce soit les quartiers populaires, que ce soit certaines campagnes, etc., que ce soit tout ça, ça a donné ce qu'on voit aujourd'hui avec l'extrême droite. Comme ils l'ont dit, de toute façon, l'extrême droite a donné des réponses à des personnes qu'on a trahies politiquement, parce que la droite s'est tellement extrême droitisée que les gens se sont dit pourquoi pas l'extrême droite, du coup, vu qu'il y a de moins en moins de différence entre la droite et l'extrême droite, etc., etc. Et ça, c'est terrible. Mais au-delà de la peur, est-ce qu'il y a vraiment une raison matérielle d'aller vers l'extrême droite, d'aller vers plus? Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que l'aspiration du RN, c'est rien d'autre que d'être un parti de classe. Une classe non pas sociale, mais bien raciale. Le processus de racisation intervient ici en prêtant à un individu des caractéristiques permanentes, immuables. Les personnes racisées, non blanches, sont alors infériorisées et placées en dehors du pacte social moderne. Son objectif, c'est de ne pas créer une alliance des travailleurs ensemble, mais d'en créer une nouvelle qui permet de faire prospérer le capitalisme tout en ayant un semblant de mesures sociales. Pour faire en sorte que le groupe majoritaire ait tout intérêt à rentrer dans ce conflit-là plutôt qu'un conflit plus vertical, on va dire. En bref, ça donne un intérêt à une partie de la population, pas toute, à être raciste. Être raciste, c'est, sans rien changer de son quotidien, augmenter nos chances d'avoir des opportunités, simplement en dégradant celui des autres. Que ces gens ont un intérêt à être racistes. Et c'est une solution qui marche parce qu'elle est admise par les leaders d'opinion dont je parlais tout à l'heure, qui ont une hégémonie dans ces milieux-là, et contre lesquels c'est quasiment impossible de se positionner. C'est comme ça qu'il faut traiter le racisme, et pas comme quelque chose d'autre. C'est un système de domination, c'est un système structurel, et c'est un système qui se nourrit du fait qu'on se pose pas la question. D'ailleurs, n'hésitez pas encore une fois à aller voir la vidéo de Histoire Crépue, sur les 2 vidéos d'Histoire Crépue sur le racisme. On en a fait des best-of, mais vraiment regardez les vidéos d'Histoire Crépue tout court. Au moins, vraiment, elles sont vraiment excellentes. L'injonction à ne pas voir les couleurs, à ne pas chercher de profondeur dans ce système raciste simplement en disant que c'est une erreur de parcours, elle permet de pas penser la question. Et en ne pensant pas cette question,
on perpétue ces représentations. La déshumanisation des Noirs et des Arabes occupe précisément cette fonction-là. Ah ouais, le truc autour de cette photo, oh là là, c'était tellement ridicule. Un coup on dit que la France insoumise est trop petit parisien, pas proche du peuple, et là on voit Antoine Léaumont au plus grand des calmes autour d'une bande de mecs qui a l'air très sympathique d'ailleurs, dans un quartier, et là tout de suite c'est « Ah mon dieu, oh là là, les barbares !» Il est proche du peuple quoi, c'est pas vous qui... Même les macronistes, hein, je vois pas Macron taper la pose comme ça avec une dizaine de mecs de cité sans ses gardes du corps, tu vois, genre pour une photo. Je pense qu'il aurait beaucoup trop la trouille Macron parce qu'il se fait des films dans sa tête. Et quand tout ça ne suffit pas, quand ce double standard émotionnel ne permet pas de pousser les gens à voter pour l'extrême droite, on va donner un petit coup de pouce au destin. Et pour comprendre ça, on va retourner voir Marine Tondelier à Hénin-Beaumont, parce que ça fait 10 ans qu'elle est dans l'opposition et qu'elle en a vu des choses. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de vous intimider. Ils ont créé une page Facebook anonyme qui s'appelle La Voix des Nains. Donc c'est les informations FN. Et donc il affiche. Les réseaux sociaux dans une ville comme Hénin-Beaumont, c'est pas du tout anonyme. Ça vous affiche à tous vos voisins. Enfin, le lendemain, quand vous allez sur le marché, vous avez la blague quoi. Les gens disent il paraît que tu craches sur les SDF français parce que peut-être que les étrangers. Bah oui, moi je dis oui, bien sûr, il y a pas de problème. Et vraiment c'est dissuasif. Il y a des gens pour avoir des promotions qui ont dû rendre leur carte de tel ou tel syndicat. Enfin, ils arrivent à éviter toute solidarité entre les gens qui vont pas bien et les gens qui pourraient les aider, et surtout à faire en sorte que d'autres personnes se lancent dans ce combat-là. Et ça c'est la technique du libéralisme en général, hein. Diviser pour mieux régner, parce que les syndicats, parce que les partis qui veulent aider les travailleurs et les travailleuses, ça les emmerde. Bah du coup, bah on divise. Au lieu de faire en sorte que les beaufs et les barbares, lol, ils s'allient, on va dire aux beaufs que non mais c'est le problème des barbares, et du coup les barbares, on va leur dire ta race, et du coup bah ils vont s'étriper les uns les autres, au lieu de faire front commun contre le pouvoir. Tout ce qui est collectiviste permet d'affaiblir le pacte racial. Et ça, l'extrême droite le sait très bien, et c'est pour ça qu'elle abuse autant de son pouvoir. Au fond, c'est ça le seul moyen de détricoter le pacte racial. C'est de s'attaquer directement au tissu social. C'est de prôner le chacun pour soi, comme peuvent le faire les leaders d'opinion, et faire en sorte que tous les lieux qui remettent en question ça soient le plus couverts par une chape de plomb. Et d'ailleurs moi c'est un truc, ça fait un moment que ça me travaille, je sais pas pour vous, mais tous les leaders d'opinion et surtout tous les politiciens de droite et extrême droite qui sont à fond dans l'individualisme, qui prônent la réussite individuelle, etc., malgré tout ils disent qu'il faut faire front ensemble en commun pour la France. Mais si t'es individuel, enfin si tu prônes l'individualité pour les autres, pourquoi on te croirait quand tu dis qu'il faut qu'on s'allie tous pour te faire élire toi et que toi tu vas faire des trucs pour nous? Pourquoi tu ferais des trucs pour nous vu que tu dis que faut faire de l'individualisme? Complètement con. Moi je croirais plus quelqu'un qui dit qu'il faut s'allier et qui sait dans les valeurs de son parti quoi. Hénin-Beaumont c'est une ville comme beaucoup de villes dans le bassin minier où il y a beaucoup d'associations. Il y a un tissu associatif vraiment très riche. Et ce qui était difficile alors là c'est même pas que ça me met en colère, c'est que ça me rend triste, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que tant que ce serait eux, ce serait problématique. On vous le dit pas officiellement mais on vous fait comprendre. On vous demande de salles, elles prennent plus longtemps et puis il y a toujours un problème et puis ah bah mais on l'a jamais reçu votre courrier. Ah bah si, bah renvoyez-le parce qu'on s'en rappelle plus. Et il y a beaucoup de personnes qui soit du coup décident de se mettre le maire dans la poche parce que elles veulent pas perdre cette association, soit qui sur la pointe des pieds arrêtent en fait en laissant leur... Moi il y en a plusieurs qui m'ont dit on a laissé notre association dans les mains de quelqu'un de plus FN compatible. Les gens, mais la ville est tellement tenue par le FN que les gens soit ils vont s'associer au FN, soit ils abandonnent en laissant quelqu'un de plus FN compatible pour la sauce. Alors que ça devrait être les pouvoirs publics qui font des trucs pour les gens, mais bon by the way, c'est déprimant. Cela dit, si je peux me permettre de revenir sur le pacte racial, ils inventent rien. Du coup, s'ils utilisent les bases de ce pacte racial pour se développer, c'est que les bases elles existent. D'ailleurs aujourd'hui à peu près tout le monde est au courant que la société est structurellement raciste. J'aime bien le sauf lui apparemment. Alain Ruffin lui il a pas compris. Même si l'idée est bien en soi, effectivement d'allier les tours et les bourgs pour bourrer le président de Tambour. Je fais comme lui, je fais des jeux de mots pétés. Mais il a pas tort sur le principe que c'est en alliant prolétaires de tous les pays unissez-vous, etc. Il a pas tort. Le problème c'est la manière de le faire. Et surtout lui il donne clairement plus de billes à un côté que d'un autre quand même. Là où on peut dire ce qu'on veut, mais LFI donne des billes à tout le monde à ce niveau-là. Courant que le racisme éloigne les personnes non blanches des lieux de pouvoir, se débarrasse des revendications des immigrés en s'en servant comme une variable d'ajustement, permet à tout le monde d'accepter de consommer des produits construits par des enfants en Chine, c'est aussi une forme de racisme intéressante. Peut-être que tous les électeurs de Marine Le Pen sont racistes, mais surtout, tous les racistes ne votent pas Marine Le Pen. Tout le monde a intériorisé ces représentations, tout le monde est raciste en fait. Ça c'est un point central, il y a des racistes
qui votent à gauche. Il y a des gens qui n'ont pas encore remis en question ces représentations et qui votent quand même à gauche. Excellent. Bon là vous le voyez pas parce que c'est Fabien Roussel, mais oui, excellent de la photo. Mais oui, et de toute façon tout le monde est raciste tout court, même si t'es le plus gros gauchias de l'univers, tu as fondamentalement des pensées ou en tout cas des opinions et des a priori, si ce n'est raciste, au moins xénophobes. Et ça, il faut se l'avouer, il faut le voir pour pouvoir mieux le combattre, le déconstruire, etc., etc. Parce que si tu mets en concurrence virer les Arabes avec l'indexation des salaires, bon, il y a des gens qui veulent virer les Arabes, mais c'est quand même peut-être une réflexion. Je pense qu'il ne faut pas du tout euphémiser et sous-estimer cette structure de pouvoir-là, qu'est le racisme. Et par contre, ça c'est pas un fait de nature. C'est une construction sociale et politique qui peut donc être démonétisée politiquement. C'est pour que ça vaille moins le coup d'activer ce type d'affect. Surtout, depuis tout à l'heure, j'essaye de parler de comment l'extrême droite détricote le tissu militant et associatif. S'il le détricote, c'est con, mais c'est qu'il existe un peu quand même. D'ailleurs, je l'ai beaucoup dit, il y a cette histoire de se serrer les coudes, travailler tous ensemble. Alors, ça passe par un rejet des assistés, mais ça passe surtout par on est tous dans le même bateau. Donc ça aussi, c'est un affect important. Et il y en a plein d'autres qui peuvent aussi bénéficier à la gauche. Il y a beau y avoir une haine des assistés, il y a aussi, dans ces milieux, une haine des élites. Moi, je me rappelle d'une vidéo de Poutou qu'avait lâché Fillon. Ça avait circulé entre des gens qui je t'assure, ils votent vraiment pas Poutou. Mais néanmoins, de voir en fait quelqu'un qui, quand même, dans son phrasé, dans ce qu'il est, dans ce qu'il représente, est plus proche d'eux socialement que Marine Le Pen, une héritière, etc. Là, en fait, il y avait un motif d'identification positive. Ah bah c'est sûr, hein, Poutou, c'est le peuple, Poutou, c'est le poteau, c'est le frérot. Et c'est pour ça que tout le monde adore Poutou. C'est pour ça que la plupart des prolos adorent Poutou, même l'extrême droite, parce que ils parlent comme nous. C'est ça qui est assez ironique, je trouve, avec l'extrême droite, c'est vraiment cette aversion des élites, mais ils votent le FN. Ils votent un parti d'héritiers qui a un château. Et ils emmerdent, là j'ai vu récemment Bompard parce qu'il était en première classe dans un train. Waouh, quel bourge! Il est allé en première classe dans un train. Vous vous rendez compte, l'enfoiré de Bourges là? Ah, il a dû payer une blinde son ticket. Hein. Et ces affects-là, l'entraide, le mépris des élites, tout ça, le RN ne pourra pas le détruire. C'est consubstantiel à la sociabilité. Essayez de changer la sociabilité des gens, vous allez voir, il va falloir se lever tôt. Le RN, il utilise des affects qui existent chez une partie de la population pour en faire un outil électoral. C'est exactement ça, il a tout dit. Hein. Poutou à l'Assemblée, ça aurait pu faire baisser le FN ou pas? Je pense pas, parce que Poutou, il aurait été trop, pas seul, mais trop seul, vrai mec de la vraie vie. Enfin, ils sont pas assez, tu vois, genre, il y avait Kéké avant, mais elle est partie, elle s'est pas fait reconduire, quoi. Et c'est beaucoup Sciences Po et d'incompatibles, l'Assemblée, et même sans parler de ça, il en faudrait plein pour que ça aide. Par contre, au moins on aurait rigolé, quoi. Au moins, Poutou à l'Assemblée, au moins il y aura eu débat. Il y aura eu des débats. S'ils croyaient que l'Assemblée était bordélisée avec Mélenchon et ses potos, ils sont pas prêts pour Poutou. Il a très bien résumé le fait que le RN, ça faut jamais l'oublier, le RN et le FN se servent de ce que pensent les gens, des peurs des gens, des affects des gens pour leur agenda politique. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis avec les jeux vidéo, avec le Gamergate, c'est tous les trucs de oh ya mon dieu, il y a des fantômes femmes, oh là là mon dieu, Furiosa est trop badass dans Mad Max, on met pas assez Max en avant, toutes ces conneries. Eh ben, l'extrême droite s'est servi de ces paniques-là, aux États-Unis particulièrement, un peu chez nous mais surtout là-bas, pour se servir de ces thématiques-là comme un cheval de Troie, pour insérer des idées racistes et servir leur agenda politique, et c'est exactement ce qui se passe dans la ruralité française. C'est le cheval de Troie, c'est ah t'as vu le chômage, ah t'as vu les déserts médicaux, ah t'as vu les élites bourgeoises de Paris, nanana, mais pour ensuite proposer du racisme. Et le fait qu'en plus les chaînes de télé, etc. confirment ces biais, comme il l'a dit, ça fait qu'on tombe en plein dedans. Et on en est le RN, premier parti de France en termes de vote. Voilà. Mais concrètement, ils n'ont pas une intervention directe. La fascisation de la société, c'est pas que eux. Et donc la question se pose, dans quelle mesure est-ce que c'est possible de réactiver des affects plus positifs qui permettent d'avoir une issue moins mortifère que le fascisme? Moi je pense que c'est possible en vrai, mais le problème c'est que c'est une bataille de fond, c'est une bataille qui prend du temps, et le problème c'est savoir si on a le temps. Parce que dans ces petits villages de ruralité où tout le monde se connaît, où tout le monde auto-alimente tout le monde dans leurs opinions, et de plus en plus racistes malheureusement, même s'il n'y a pas que ça, faut jamais l'oublier, le temps de convaincre une personne, c'est super long, parce que tu lui donnes une idée progressiste, tout son entourage va lui donner 10 idées réactionnaires. Je caricature mais tu vois l'idée. Ça prend du temps de changer les mentalités.
mentalité, surtout pour aller à gauche avec un débat public extrême droitisant, avec des médias de plus en plus extrême droitisés, etc. C'est très dur, c'est très difficile. On pourrait y arriver. Le tout, c'est de savoir, est-ce qu'on aura le temps de faire changer ça avant que la société ne tombe dans le vrai fascisme. Parce que là, on est dans une société fascisante, mais pas encore fasciste. Et ça, on verra en 2027, j'ai envie de dire. On est dans la merde. Je suis pas en train de dire qu'il faut mettre le racisme sous le tapis, vous n'êtes pas sur la chaîne YouTube de François Ruffin. Il faut continuer d'appuyer sur ça en faisant appel à l'intellect des gens et en montrant justement l'inhumanité de ce pacte racial. Mais cette approche un peu différente peut quand même se tenter, je pense. Histoire de montrer qu'un autre monde est possible. Encore faut-il que ça soit vraiment bien fait, parce que le meilleur allié de l'extrême droite, c'est vraiment cette gauche molle. Vous voyez les trucs, les François Hollande, c'est les gens où on se dit ils vont quand même faire des trucs et en fait non, ils s'en foutent. Il a totalement raison, c'est vraiment la gauche molle qui est le meilleur ami du RN, parce que la gauche molle permet de dire regardez, la gauche c'est de la merde, la gauche vous trahit, la gauche fait pas de trucs pour vous, la gauche nanani nanana. Nous on fait des vrais trucs et du coup ils sont plus légitimes. Ils parlent que à eux-mêmes, ils font que du pinkwashing en boucle, ça fait monter l'extrême droite. Donc tant qu'il n'y aura pas de solution proposée, le pacte racial ne sera pas démonétisé politiquement. Et comment on propose ces solutions? Dans un environnement qui est aussi conflictuel, qui est aussi raciste, on va le dire comme ça. Comment on peut faire ça? Il faut aussi sortir de cette analyse du tout médiatique. Parce qu'on parle beaucoup de Bolloré, de la presse, enfin en l'occurrence plutôt de la télé, et de fait évidemment ça a un rôle. Mais la réalité c'est que ça se joue pas là. Le cœur de la bataille, c'est le local. Dans un environnement local, il y a énormément de petites voix pour se faire les relais du RN, et ça n'existe pas forcément en aussi grand nombre à gauche. Si toutes les formations de gauche peuvent être un peu pointées du doigt, il y a un éléphant au milieu de la pièce. Un éléphant qui a fait 22%. Avant qu'il commence à parler d'LFI, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit dans l'idée. C'est que oui, bien évidemment qu'il faut qu'il y ait plus d'emprise locale, évidemment qu'il faut qu'on travaille, que ce soit dans les quartiers populaires, dans les campagnes, partout de toute façon. Par contre, on peut pas nier que les médias, et que ce soit les médias traditionnels ou les nouveaux médias, réseaux sociaux, etc., sont ultra importants aussi, et surtout pour notre public de base à nous, c'est-à-dire les ascensionnistes, la jeunesse, les quartiers populaires, la petite bourgeoisie intellectuelle, etc. Ça, c'est notre électorat de base, il faut pas qu'on le lâche, faut qu'on arrive à aller beaucoup plus vers les abstentionnistes, aussi les campagnes bien évidemment, mais moi je pense que le gros du combat, c'est un peu partout, mais en fait je pense, en vrai, chacun son taf en vrai. En vrai de vrai, il y a des gens, ils vont être très doués, moi par exemple, ce que ma mère fait, je suis incapable de le faire niveau pédagogie, avec les gens, à réussir à aller dans leur sens, etc. J'y arrive un peu, mais pas autant qu'elle, elle est masterclass à ce niveau-là, mais elle est incapable de ce que je fais sur YouTube, tu vois. Et chacun doit faire à son niveau, vraiment moi c'est ce que je prône depuis je sais pas combien de temps, chacun doit faire à son niveau, chacun doit faire comme il peut, et faut qu'on se répartisse les tâches, mais sans se mettre des bâtons sur les roues, n'est-ce pas monsieur François? Messieurs François d'ailleurs, tant qu'à faire. La France Insoumise, c'est un parti de masse. D'ailleurs c'est plus une machine à gagner des élections qu'un vrai parti. Il n'y a pas d'adhérents, il y a une logique extrêmement national, il y a des militants, ça c'est sûr. Évidemment qu'il y a des militants. Mais la stratégie du tout national fait qu'il y a aussi très peu d'élus locaux. Il y a 20 ans, le Front National, ils ont commencé par des mairies. Et ça d'ailleurs c'était une critique que faisait déjà Usul sur la FI en 2022, juste avant les élections. Alors il y a peut-être une logique à tout ça, j'ai pas parlé avec Jean-Luc Bompard et les autres directement, mais c'est vrai que l'assise locale, ils sont mauvais, ils sont très mauvais à ce niveau-là et c'est vraiment dommage. Ça aurait tellement pu justement être une autre proposition que le RN et le FN dans les petits villages, dans les petites villes, etc. Et donc faire pencher la balance pour certaines élections, pas nationales justement, où les ruralités et tout, ça compte d'autant plus, comme par exemple les des députés ou les européennes, là où les filles c'est pas les meilleurs à ce niveau là, même si mais c'est un parti nouveau, oui et non nouveau, mais ça empêche que 2017 ils ont fait 19%, 2022 ils ont fait 22, ok, mais entre les deux ils ont pas investi tant que ça, tu vois, ils ont pas fait tant que ça. Après évidemment c'est nouveau, mais je dis pas, peut-être qu'ils avaient certaines priorités, ils se sont dit on va se concentrer sur le national pour ensuite faire du local, c'est possible, je leur jette pas la pierre, mais d'un point de vue gangrénage du RN dans la société, c'est quelque chose qui aurait pu, si ce n'est l'empêcher, au moins le freiner. Les macronistes non plus. Alors oui, mais les macronistes, comme ils sont au centre, lol, ils peuvent faire plus facilement des accords, etc. un peu partout, alors que les socialistes détestent Mélenchon à la base et n'ont aucun intérêt à faire des accords avec Mélenchon, sauf quand on arrive à de telles extrémités que ce qu'il y a eu avec la NUPES et le NFP. Ils ont commencé par s'implanter, par se notabiliser. Et ça, c'est quelque chose que la FI ne fait pas du tout. Si on abandonne cette lutte locale, on abandonne au RN une partie de ce qui fait le collectivisme. Et le RN, il en fait ce qu'il veut. On abandonne l'opportunité que ça peut être d'avoir
des élus locaux, qui sont généralement très appréciés, de gauche radicale, de la France Insoumise, voir ce qu'ils font pour la ville, et avoir un exemple concret du fait que ça marche. Après, faut voir quels élus aussi, hein, parce qu'il y avait pas mal d'élus locaux de gauche et même d'extrême gauche à l'époque, hein, pas mal de communistes notamment, et il y en a plein qui ont déçu. Il y a plein de témoignages de gens qui disaient cet élu ou ce machin local, comme le gars, il était communiste, il croyait qu'il avait le droit de faire genre, il s'y connaissait mieux que moi, etc. Il y a eu des magouilles, il y a eu des trucs comme ça, et ça a déçu. C'est peut-être aussi pour ça que Jean-Luc, il est pas trop chaud au début pour ça, c'est que il a peur du retour de bâton qui peut possiblement y avoir. Parce que les électeurs du RN, c'est pas les mêmes que les nôtres. Nous, on est beaucoup plus exigeants, tu vois. Nous, on voit les faits, on regarde les faits de nos élus. Un électeur du RN, regarde, Bardella, il a foutu que dalle quand il était eurodéputé, ils l'ont réélu. Tu crois franchement que Manon Aubry, elle aurait été réélue aussi facilement si jamais elle avait rien foutu au Parlement? Pas sûr, hein. À 10 km d'Hénin-Beaumont, là je vous ai décrit cette ville, à 10 km, il y a une autre ville qui s'appelle Los Angoel. C'est aussi une ville du bassin minier, c'est aussi une ville qui a perdu ses emplois dans les mines, qui a eu une reconversion difficile, sauf que le maire est écologiste et que c'est devenu un modèle. Toute la délégation de la COP21, y compris Barack Obama, enfin tout le monde devait venir à Los Angoel voir l'exemple d'une ville en transition. Et c'est une ville dont les habitants sont fiers, donc ça je sais que c'est possible. Si on ne fait pas ça, on abandonne tous ces éléments-là, et structurellement on se rajoute une difficulté quand il faut militer au niveau ultra local. Et c'est d'autant plus intéressant que tout ça là, ça nous concerne tous. Tous autant qu'on est en fait, hein. C'est pas juste une question de campagne. Depuis tout à l'heure j'explique comment on devrait faire des pieds et des mains pour convaincre ces 90% de communes et 30% de ruraux de sortir de l'extrême droite, etc. C'est intéressant, mais pourquoi ça serait vrai que en campagne ? C'est pas du tout vrai qu'en campagne en fait. J'ai parlé de Marignane en assumant que c'était une ville de 30 000 habitants. Mais Hénin-Beaumont, c'est la plus grande ville de la circonscription. Pourtant, à chaque fois quand on parle d'Hénin-Beaumont, on a la sensation que c'est la campagne profonde, que c'est des paysans au milieu de nulle part. Voilà, c'est toujours le même imaginaire en fait. Tout ce qui n'est pas Paris est considéré comme de la campagne. Bon, peut-être pas non plus, il y a les grandes villes, mais je le rejoins que effectivement, si tu oublies Paris et les grandes villes, ouais, ça fait considérer comme campagne pour pas mal de gens, surtout parisiens. Mais bah, c'est tout simplement parce que Marine est très contente, en fait, d'être cette espèce de chevalière blanc des campagnes, la ruralité. Et du coup, si on dit que certaines de ces villes, bah, c'est des grandes villes, ah bah tout de suite, son imaginaire Don Quichotte de mes fesses spécialisé dans les campagnes, ah, ça fait moins rêver. C'est pas pareil. Du coup, vas-y, petite campagne. Elle confirme. La raison pour laquelle c'est un enjeu, c'est parce que cette sensation de ressources limitées, de difficulté à évoluer dans la société, etc., en fait, elle concerne un peu tout ce qui est en dehors de Paris. Dans ces villes moyennes, ces sous-préfectures, ces zones urbaines malgré tout, on peut aussi ressentir que tout est très limité. On la voit, la limite. Donc en fait, il n'y a pas les villes contre les campagnes. Il y a les villes moyennement urbaines, il y a les campagnes qui dépendent un peu d'une ville mais pas trop, il y a tout un tas de nuances, et donc, en fait, l'extrême majorité de la population peut très facilement se reconnaître dans le portrait que j'ai dressé. D'ailleurs, j'y pense là. Mais moi aussi, je me reconnais là-dedans. J'ai dit tout à l'heure que j'étais extrêmement parisien parce que j'ai passé 20 ans en Seine-et-Marne. Voilà, la Seine-et-Marne, c'est pas Paris, il va le dire. Je me disais aussi qu'il disait que c'était Paris, c'était bizarre. Mais la réalité, c'est que pendant 15 ans de ma vie, j'allais jamais à Paris. Ok, j'avais un pass Navigo, j'étais un peu sous l'influence, mais ma vie quotidienne, c'était pas du tout Paris. C'était une ville de 40 000, 50 000 habitants, un bus qui passe toutes les heures, et une ville de campagne. Quand j'écoute Benoît Coquart, je suis parisien. Hein. Là, actuellement, là, je suis hyper parisien, mais je me reconnais il y a 5-6 ans, et je reconnais l'endroit où j'ai vécu pendant 15-20 ans de ma vie, à 1 heure de Paris. Classique, moi c'était exactement ça, au niveau, on n'est pas si loin de Paris, même Mantes-la-Jolie, mais bon, nous après on avait l'étiquette banlieue cité, tu vois, donc c'est pas pareil. Mais on n'est pas Paris, en fait on est trop parisiens pour la province, et trop provinciaux pour les parisiens, nous les gens de banlieue. Et ça aussi c'est de la discrimination, ok? Que c'est pas aussi simple que la campagne, la ville, c'est pas un interrupteur. Et d'ailleurs, il y a plus grand monde qui s'y trompe. Par exemple, ne parle plus de campagne et de ville, ça parle de rural autonome, de rural sous influence d'une zone urbaine. Il y a une porosité entre tous ces endroits dont on tient compte partout. Partout, sauf dans les médias, partout sauf dans les vidéos de connards de youtubeurs qui essayent de comprendre avec des postulats de merde. La distinction entre campagne et ville, je l'ai volontairement épousée pendant 20 minutes dans cette vidéo parce que il y a quand même des différences et que c'est une loupe grossissante. Mais même dans les villes, le schéma peut se reproduire. Mais en fait, le schéma, il peut se reproduire partout, tu vois. C'est comme, on parlait de ce mec dit, Willan, oui, je suis parisien. Mais t'es pas du tout parisien pour plein de parisiens que je connais, qui eux-mêmes sont pas assez parisiens pour d'autres parisiens, tu vois. Donc en fait, la nuance, elle peut se faire tellement de fois. Mais c'est grave intéressant ce qu'il dit en vrai. Le schéma peut se reproduire, cette logique peut se reproduire, parce que, encore une fois, tout est dans les cercles.
Tout est une question de cercle. C'est ça la vraie conclusion de cette vidéo. C'est pas oh là là, dans les campagnes, il n'y a rien, donc on a l'impression qu'il va jamais rien y avoir. La vraie morale, c'est se servir de ce qu'on sait des villes et le marier à ce qu'on sait du coup des campagnes pour le relier à cette même logique des cercles. Parce que je suis désolé, mais quand j'entends Raz dire ça... Les gens qui ont intérêt à voter à gauche qu'on peut convaincre, c'est les gens dans les villes, dans les quartiers populaires. Vous allez me faire croire que là, faut tout laisser tomber et mobiliser tous les gens pour aller faire du porte-à-porte dans des bleds radicalisés à l'extrême droite? Faux dilemme. Bah non, c'est un vrai dilemme, les gens. Vous croyez que la masse militante... Elle est infinie. Je me dis qu'on est peut-être quand même un peu trop matrixé par cette vision trop binaire des campagnes fascistes et des villes progressistes. Ouais, mais il a pas tort non plus, Raz, dans le côté faut mettre intelligemment nos forces et avec qui, pourquoi, etc. Tu vois, moi je suis d'accord avec le côté allons en campagne pour convaincre, ça y a aucun souci. Par contre, faut pas le faire n'importe comment. Et est-ce que tu vas être bon dans l'exercice? Si le fait d'être tout seul à te battre contre vents et marées, contre tout un village, entre guillemets, tu vois, et les seuls qui peuvent t'aider localement, c'est des rouges bruns bizarres qui votent Roussel, qui sont de gauche, mais sauf quand il s'agit de racisme et de féminisme. Si t'es pas à l'aise avec le fait de conjuguer avec ça, ouais, vaut mieux que tu restes peut-être dans des villes plus ou moins grandes, hein, on s'en fiche, hein, même des petites villes ça marche, pour batailler. Par contre, si t'es à l'aise avec le fait de te battre contre Vendée-Marais et tu t'appelles Raphaël, bah t'y vas avec ton antifascisme et ton couteau, et let's go. Mais ça dépend aussi à ce que tu penses que tu peux faire. Versailles qui vote Macron, en gros. Hein. Et si, évidemment, je comprends ce qu'il veut dire, surtout dans un contexte où il faut absolument repousser l'extrême droite, dans un contexte où cette opposition quand même est argumentable, le meilleur move c'est d'aller juste chercher les gens là où ils sont et de pas tirer des conclusions nationales sur cette structure urbaine qui peut ou non déterminer le vote des gens. Là par contre je reconnais le parisien dans ce qui est dit. Là par contre je reconnais le parisien. Parce que ça c'est très parisien de croire que en vrai il suffit d'aller voir les gens, de leur parler et puis c'est bon. Changer les mentalités des gens c'est très dur, hein. C'est très très dur. Et même si j'ai compris ce qu'il dit, hein, je suis pas débile, enfin pas trop. Et que oui il faut réarranger ces cercles sociaux pour que ce soit de mieux en mieux, etc. Ça, je vois l'idée et je suis même assez d'accord sur le principe. Mais dans les campagnes, des fois, c'est quand même assez dur. Il y a des logiques qui sont ultra logiques dans les campagnes qui ne le sont pas dans certaines villes et vice versa. Je veux dire, quand je me mettais du vernis sur les ongles, pour certains, c'était banal de ouf, c'était même pas un sujet. Et pour d'autres, c'était limite, j'avais transitionné, c'était la même chose, tu vois. Des personnes que je connais. Donc c'est ça aussi, c'est que toi, t'arrives avec tes idées progressistes à la campagne. Ok, très bien. Mais si tu leur parles directement de la Palestine ou même l'aide médicale d'État, etc., mais laisse tomber. Faut aussi savoir, est-ce que toi, tu sais comment leur parler, comment arriver à aller à là où tu veux, là où le FN est très bon pour ça, malheureusement. Parce que, avec tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, hein, le côté, ils ont engrainé la vie des gens, etc., blablabla, blablabla, il y a aussi ce truc de, on peut facilement passer à gauche pour des bobos de merde, ultra extrême gauche, mélanchoniste, ce que tu veux, islamo-gauchiste, juste en disant des trucs basiques, enfin qui nous semblent basiques à nous, tu vois. Encore une fois, il y a des gens, ils sont bons pour des trucs, il y en a, ils sont pas bons pour d'autres. On change pas les mentalités en une discussion. Ouais, en plus, après, je suis d'accord que si t'habites déjà à la campagne, bah vas-y, bah tant qu'à faire, t'y es quoi, vas-y, fais comme tu peux. Mais va pas te foutre dans des galères si en plus ça va te ruiner ton moral de militant pour rien, quasiment. Il faut assimiler les super pouvoirs de Caméléon de Chirac. Non mais c'est ça, non mais c'est exactement ça en vrai, tu dis ça pour déconner, mais c'est exactement ça. C'est que moi, par exemple, pendant un moment, quand j'ai commencé un minimum à militer et à avoir mes convictions politiques que je pensais maîtriser un minimum assez bien pour en parler avec les gens. Et en plus, tu sais, quand t'es dans le début de ta vie militante, tout est par prisme politique et tu casses les couilles à tout le monde avec la politique, tu vois. Et ben dans cette période-là, j'étais nul pour parler avec les gens qui n'étaient pas déjà un minimum d'accord avec moi. C'est pour parler avec des socialistes, avec des écologistes, bon, des insoumis évidemment. Ouais, pas de souci, même du NPA, tout ça, tu vois, on pouvait parler. Mais avec des gens qui étaient ne serait-ce que du centre, laisse tomber, je paraissais pour un gauchiste fou, ultra condescendant et tout et tout. Parce que bah je l'étais en fait, ultra condescendant, sans le vouloir évidemment. Mais en mode, il y a des trucs, j'étais tellement dedans, en mode, mais bien évidemment, tu vois, en mode, ouais, condescendant sans le vouloir, tu vois ce que je veux dire. Donc, est-ce que t'as les capacités de le faire? Tout le monde ne les a pas. Mais comme tout le monde ne sait pas parler avec les gens de cité, mais comme tout le monde ne sait pas parler avec la bourgeoisie, etc., c'est un taf. Il faut savoir, en fait, c'est quoi ta spécialité et ce que tu peux apporter là-dedans. Et là où j'en veux à des mecs comme Ruffin, c'est le côté, ouais, ce mec est bon pour parler à la ruralité. Ça, on est d'accord. Sauf qu'au lieu de mettre son
super pouvoir au profit du bien commun et de se dire vas-y on fait front. Ok, alors Boyard tu t'occupes de la jeunesse, Kéké tu t'occupes, je caricature pour l'idée hein, mais c'est l'idée quoi. Kéké tu t'occupes de tout ce qui est métier de merde. Toi Léoman tu t'occupes des nationalistes, Mélenchon il chapeaute le tout, moi je m'occupe de la campagne, allez let's go. Non, au lieu de faire ça il a préféré être dans son petit coin là avec ses faux progressistes, traîtres, hautains etc. Et après il s'étonne que les gens lui en veulent. Faut faire des assos de jeux en campagne, par la convivialité on fait passer des messages et le fait de les faire revenir c'est un bon point. Mais de ouf, des assos, pas forcément politiques. Mais tu vois, comme ça on discute avec les gens, on fait passer des idées, etc. Ça c'est une très bonne idée. Mais y aller frontalement, c'est peut-être pas une meilleure idée, en tout cas ça dépend les endroits. Enfin bref, voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez probablement vu qu'elle était un tout petit peu différente. Ma transformation en The Great Review commence à être de plus en plus gênante. Non, elle était très bien la vidéo, elle était très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'ai kiffé, excellente vidéo, très bien foutu, le côté The Great Review franchement. Mais en conclusion de la vidéo, bah moi je dirais juste que bah il y a ce côté, chacun son job en fait. Chacun n'est pas fait pour la même chose, chacun ne va pas avoir ses facilités dans les mêmes endroits, etc. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à Willian, il fait du travail super bon, c'était vraiment très intéressant ce qu'il a fait. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux, Tipeee, Twitter, les chaînes YouTube, tout ça, tout est en description. Et alors maintenant à savoir si les campagnes sont de droite ou de gauche, ça je sais pas. Mais en tout cas, on a peut-être un rôle à jouer. Allez, salut!